Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce colloque organisé par l'Union des unions mutualistes comtoises du Jura, de Haute-Savoie et de Saône-et-Loire sur le thème territoire et vulnérabilité, enjeux de coopération pour construire des réponses adaptées. Tout au long de la journée, nous reviendrons sur les nombreuses initiatives en cours dans les territoires pour répondre au mieux aux besoins des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Je vous signale que ce colloque est diffusé en direct et que vous pouvez donc nous suivre à la fois en présentiel et en distanciel. Pour débuter ce rendez-vous, je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Éric Chenu, président de la Mutualité française. Merci d'être parmi nous. Et Thomas Joannet, président de l'Union des unions mutualistes. Merci Thomas d'être avec nous. Peut-être une première question pour Thomas Joannet, puisque l'entité, on va dire qu'elle est relativement jeune. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que l'Union des unions mutualistes et peut-être nous donner quelques points de repère sur ce que pèse cette union en termes d'établissement, en termes d'expertise? Je vous laisse la parole. Avec plaisir, Antoine. Déjà une petite correction, c'est pas la Haute-Savoie. Je suis au Savoyard d'origine, c'est la Haute-Saône. Haute-Saône, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Je commence très mal. Je commence très mal. Je commence très mal. Un très beau département. Oui, donc c'est bien la réunion de quatre unions territoriales, donc 4 groupements mutualistes qui développent des services de soins et d'accompagnement mutualistes dans les territoires de 5 départements, donc la Saône-et-Loire, la Haute-Saône, le territoire de Belfort, le Doubs et le Jura. Et ces acteurs mutualistes extrêmement présents ont décidé de réunir leur champ d'opportunités autour d'une union qui s'appelle l'Union d'Union aujourd'hui, qui devra trouver un nom un peu plus parlant. D'accord, la réflexion est en cours. La réflexion est en cours, elle devrait aboutir rapidement. Donc on se donne aussi rendez-vous sur ce sujet-là bientôt avec l'ensemble de nos partenaires. Donc c'est quoi l'Union d'Union? C'est aujourd'hui près de 2000 collaborateurs qui travaillent au sein de cette union. Dans des métiers, des services divers. On a la diversité mutualiste, on a le périmètre, j'allais dire, pratiquement complet des services qu'on peut trouver sur l'ensemble des périmètres des unions territoriales. Donc on s'est divisé en 3 grands pôles. Un pôle soins qui regroupe des centres de santé infirmiers, des centres de santé médicaux, des centres de santé dentaire, donc un pôle soins. Un pôle de produits-services, optiques, audio, bien-être médical, laboratoire dentaire et pharmacie, donc aussi des métiers que nous trouvons au sein de l'Union d'Union, et plus spécifiquement en lien avec le colloque du jour, un pôle accompagnement et autonomie, où il y a un pôle handicap enfants, adultes, travail, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, de la résidence autonomie, des habitats inclusifs, de l'IATEC, une activité enfance et famille, des services de domicile, des SIAD. Donc vous voyez, le périmètre nous permet d'avoir ces chances, de ce que j'appelle souvent de ces solidarités professionnelles, qui nous permettent d'être sur une vraie diversité d'offres et d'être un acteur crédible vis-à-vis de nos partenaires que sont les tutelles. On y reviendra tout au long de la journée. Tout à fait. C'est aussi un peu l'objet de nos rencontres du jour. Donc, de façon consolidée, l'Union d'Union pèse à peu près 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors c'est un chiffre qui, bon, en mutualité, c'est pas obligatoirement mais c'est un chiffre qui donne une solidité à l'ensemble. Et je crois que c'est aussi ce qui avait été à l'époque, en 2019, demandé par nos mandants mutualistes sur une réflexion de qu'est-ce qu'est un outil solide pour pouvoir développer des services nouveaux au bénéfice des assurés sociaux et de tous les adhérents mutualistes, et que plus de la moitié de nos collaborateurs cités précédemment travaillent dans un établissement en lien avec les vulnérabilités. Donc c'est vrai qu'on a un lien à la fois philosophique. Dans nos statuts, il apparaît très rapidement, et dans nos raisons d'être mutualistes, il apparaît très rapidement cette notion de défense et d'intérêt autour de l'amélioration de la situation de ces personnes en situation de vulnérabilité. Éric y reviendra certainement, mais c'est vrai qu'en plus, on sent bien qu'il y a sur ce sujet-là de nouvelles vulnérabilités que nous n'avions pas imaginées, mais nous sommes, nous, acteurs de ce bien-être, enfin, de cette empreinte sociale, un acteur qui doit naturellement être enclin à pouvoir développer des services à but non lucratif, mutualiste, sur nos territoires. Donc voilà, très rapidement. Très bien. Alors, vous avez évoqué un grand nombre de sujets qui vont être largement développés au cours de cette journée. Éric Chenu, nous allons beaucoup parler donc, des fameuses vulnérabilités aujourd'hui, notamment du grand âge. La Mutualité française a publié le 22 novembre, aux côtés de l'Association des maires de France, son baromètre santé sociale. Je crois que c'est son 2e baromètre santé sociale, qui évoque cette question de l'accompagnement des plus âgés dans les territoires. Quels sont les grands constats de ce document ?
Bonjour à toutes et à tous. Merci à Thomas Joannet pour cette invitation. Oui, la semaine dernière, à l'occasion du congrès des maires de France, avec David Lisnard, le président de l'AMF, on a rendu public ce baromètre. C'est quelque chose d'important parce qu'il permet de mettre au jour les sujets autour de l'accès aux soins, autour des problématiques de la petite enfance, de l'avancée en âge. Sur l'avancée en âge, on constate quoi? On constate que, alors même que la transition démographique nous montre qu'il va y avoir de plus en plus de personnes âgées, de plus de 75 ans, 85 ans, qu'il y aura d'ici à 2050 4 millions de personnes de plus de 75 ans en situation de dépendance, le nombre de solutions de prise en charge pour 1000 personnes de plus de 75 ans a baissé. Quand je dis solution de prise en charge, ça peut être au domicile, ça peut être en établissement. Ouais. Et donc là, il y a un hiatus. Alors, cette réalité de 114 solutions pour 1000 personnes de plus de 75 ans, elle est très disparate d'un territoire à l'autre. Les territoires les plus ruraux sont en général un peu mieux dotés. Donc c'est pour une fois, autant sur l'accès aux soins, c'est moins le cas, autant sur la prise en charge de la personne âgée, notamment du fait de l'implication d'acteurs comme la mutualité, d'acteurs associatifs, de la mobilisation très forte des conseils départementaux. Les solutions existent. En revanche, dans les départements plus urbains, c'est moins le cas. Par exemple, on va de 195 solutions pour 1000 personnes de plus de 75 ans dans les territoires ruraux à 84 à Paris, d'accord, voilà, pour juste illustrer ça. Donc il y a une vraie problématique d'adéquation entre les besoins et l'offre aujourd'hui, qui est en plus renforcée par une difficulté auxquelles sont confrontés les acteurs, qu'ils soient publics, qu'ils soient non lucratifs ou lucratifs. C'est une question d'attractivité des métiers du soin, des métiers du lien. Tout à fait. Et donc là-dessus, il y a un enjeu absolument essentiel. Si on veut être à la hauteur de la transition démographique, ça va être de retrouver de l'attractivité sur ces métiers par la formation, par alternance, par apprentissage, par les rémunérations, par un meilleur équilibre vie personnelle, professionnelle pour ces personnes, pour leur proposer des vraies carrières, des vrais parcours professionnels. Sinon, on ne pourra pas être au rendez-vous de la promesse du virage domiciliaire qui est attendu par la population. D'accord, très bien. Alors justement, ça me permet de rebondir, puisque vous évoquez cette nécessité justement de travailler autour de cette question, sur cette question de l'attractivité des métiers. La loi, la proposition on a eu une présentation de la feuille de route Bien vieillir le 17 novembre. Il y a eu ensuite cette proposition de loi Bien vieillir qui a été discutée à l'Assemblée nationale. Je crois que la discussion est achevée, qu'on reprendra les discussions devant le Sénat, si tout va bien, en 2024. Est-ce que justement, puisque dans le cadre de cette stratégie, dans cette proposition de loi, la question de l'attractivité des métiers est effectivement évoquée, est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler les enjeux, tous les enjeux de ces travaux législatifs et de cette fameuse stratégie politique nationale grand âge que bon nombre d'acteurs attendent depuis, alors je ne saurais plus dire depuis quand, ça fait tellement longtemps que voilà. Depuis presque 20 ans. Voilà, la première fois où on a parlé de la nécessité d'une prise en charge de la dépendance dans notre pays, parce que il y a peu de choses qu'on peut prévoir. En économie, on ne sait pas trop comment les choses vont évoluer à 3 à 5 ans. En démographie, si. Là, on sait. On peut prévoir à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et alors même qu'on avait tous les éléments pour savoir quels seraient nos besoins aujourd'hui, lesquels seraient en 2030, en 2040, eh bien, force est de constater qu'il y a eu quand même une relative procrastination. La première fois où le président Chirac avait parlé de cette nécessité, c'était en 2005. Voilà. Depuis, il y a eu le quinquennat de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, le premier quinquennat du président Macron, et on n'y est toujours pas.
Alors, sans parler de tous les rapports qui ont été produits sur le sujet, des nombreux rapports, qui nous ont indiqué des propositions des acteurs. La mutualité, en 2019, avait rendu un observatoire sur les sujets en termes de grand âge et de vieillissement. Donc, beaucoup d'acteurs se sont mobilisés, ont fait des propositions. Et malgré tout ça, on n'y est pas. On a fait une loi sur l'adaptation de notre société au vieillissement, très bien, en 2012, sauf qu'il n'y avait pas le volant financement. Et une des inquiétudes que l'on avait, des critiques qui avaient été exprimées, notamment au moment du congrès de l'UNCAS, l'Union nationale des conseils communaux d'action sociale au mois d'avril, c'était justement ce manque de la partie programmation de loi financière. Et là, Aurore Bergé, la ministre des Solidarités, s'est engagée, et c'est une avancée importante, à ce qui est une loi de programmation qui permette de déterminer les moyens à allouer pour structurer cette filière du grand âge, pour pouvoir financer les plans de prévention, les plans d'aménagement de nos villes. Si on veut que les personnes âgées puissent rester à domicile, encore faut-il qu'ils puissent y vivre, ça veut dire des évolutions dans les logements, ça veut dire un réaménagement de l'espace urbain, des transports. Tout ça suppose des investissements importants. On a 4 générations, bientôt 5 générations qui vont coexister ensemble. C'est une formidable richesse humaine pour notre pays, mais ça a des conséquences économiques. Ça a des conséquences épidémiologiques aussi, parce que c'est un besoin de soins plus important. Comment on accompagne ça? Comment on forme davantage de gériatres? Comment on forme davantage d'infirmiers, etc., etc. Donc c'est tout ça qui doit être planifié. La Première ministre, Elisabeth Borne, s'est engagée à ce que cette loi de programmation financière soit présentée avant l'été. Et donc on y sera, nous, très attentifs. Il y a des moyens avec l'affectation de 0,15 points de CSG supplémentaires, des moyens existent, ne seront d'ailleurs pas totalement dépensés en 2024. Donc on voit bien que l'enjeu, c'est d'accompagner les acteurs, les opérateurs publics, non lucratifs, pour faire en sorte que des solutions innovantes existent. Thomas a cité tout l'engagement qui était celui de la mutualité sur les différents départements où l'union qu'il préside travaille, agisse. Et donc, je pense que c'est vraiment essentiel que cet accompagnement social, humain, puisse se concrétiser. Très bien. Une dernière question, Éric Chenu, justement, est-ce que puisqu'on a bien vu que cette loi de programmation est un véritable tournant, en tout cas c'était très attendu, ça va permettre de sanctuariser les financements, donc c'est sur plusieurs années, donc c'est très important. Est-ce que parmi toutes les propositions, réalisations de la mutualité française, est-ce qu'il y aurait une ou deux propositions que vous souhaiteriez justement exprimer? Je sais qu'il y en a énormément pour justement relever ce fameux démographique, ce défi du grand âge qui nous attend et comme vous le dites, qui est tout à fait certain. Je vais en prendre 3. La prévention. Pourquoi? Parce qu'on est dans un pays où on a, grâce à un système de santé qui, bien qu'en difficulté, reste extrêmement performant grâce à la mobilisation des personnels, des professionnels. On a une espérance de vie entière qui est bonne. Sauf qu'on a une espérance de vie sans incapacité, c'est-à-dire sans déficience, sans dépendance, qui est très moyenne. 65 ans pour les hommes, 67 ans pour les femmes. Ça veut dire que pendant de nombreuses années, on ne va pas pouvoir vivre son projet de vie aussi bien, aussi sereinement qu'on pourrait le souhaiter. Ça a des coûts, ça suppose beaucoup de moyens en termes d'accompagnement. Si on relevait cette espérance de vie sans incapacité de quelques années, c'est du gain humain bien évidemment, mais ça aurait aussi énormément d'incidence sur le système de santé. Donc si on veut faire ça, ça veut dire une prévention plus personnalisée pour pouvoir réduire les inégalités. Ça suppose d'adapter notre réglementation sur l'utilisation des données, des datas. Là, la mutualité française est extrêmement proactive sur ces sujets-là. Très bien. On est en discussion pour essayer de faire bouger les lignes. Deuxième sujet extrêmement important, aujourd'hui 76% des gens en EHPAD ne peuvent pas financer
l'EHPAD avec leurs ressources classiques, leur retraite, leur pension. Et ça veut dire que la famille, l'entourage est obligé de venir en abondement. Ou ça veut dire que les conseils départementaux, via l'action sociale, sont obligés de venir en abondement. Nous, on propose que y ait une rente dépendance qui puisse être mise en œuvre par de la solidarité entre l'ensemble de la population. C'est une couverture généralisée de 10 à 20 euros par mois en fonction de l'âge auquel on souscrit, qui permettrait de verser une rente de 500 euros par mois pour les personnes les plus lourdement dépendantes. Ce qui éviterait que ce reste à charge d'un peu plus de 500 euros par mois, ce différentiel entre, si vous voulez, le niveau moyen des pensions des retraites, c'est à peu près 1 500 euros. Le niveau moyen des prises en charge en EHPAD en reste à charge pour les familles, c'est 2 000. Donc voilà, c'est à peu près 2 000. Un différent de 500. Et cette rente, elle permettrait de couvrir ce différentiel, c'est-à-dire que ça ne pèse pas sur le reste de la famille, parce que les familles, du fait du pouvoir d'achat, du fait des capacités financières, certaines ne peuvent pas. C'est pas qu'elles ne veulent pas, c'est qu'elles n'ont pas cette capacité-là. Et il nous semble qu'aujourd'hui, dans notre société, on se doit d'avoir ce lien de solidarité avec nos aînés. Si on veut qu'ils puissent choisir leur vie, être dans une pleine autodétermination de leur projet de vie. Troisième exemple, c'est sur tout ce qui relève, de l'aide aux aidants. Les familles, l'entourage amical sont prêts à accompagner, à aider. Ils le font très largement. On a entre 10 et 11 millions de personnes qui accompagnent au quotidien des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Sauf qu'à un moment donné, cet accompagnement, il est lourd, c'est de la charge mentale, c'est de la fatigue. Quelquefois, ces aidants, ils s'oublient un peu. Ils ne se font plus soigner, ils ne prennent pas de temps pour eux. Ils ont besoin de répit. Si on veut qu'ils puissent aider autant de temps qu'ils le souhaiteraient, faire jouer finalement un peu ces entraides naturelles, familiales, de solidarité, de proximité, il faut qu'on puisse les accompagner. Et donc, nous, on promeut la nécessité de structures de répit, de structures d'accueil temporaire, d'accueil de jour, qui vont permettre de prendre le relais quand la personne elle a besoin juste de souffler quelques jours, quelques semaines, pour pouvoir ensuite mieux reprendre son accompagnement, son aide. Là, il y a un certain nombre de plans. Le gouvernement en a pris conscience et souhaite mettre des moyens là-dessus. Et là aussi, la mutualité, qui est au cœur des solidarités de proximité. Notre raison d'être, c'est se protéger mutuellement pour ensemble construire les solidarités de demain. La thématique de notre dernier congrès, c'était mutualité, territoire d'engagement, d'entraide et de solidarité. Eh bien, c'est une belle manière de faire vivre cette entraide, ces solidarités en proximité dans les territoires, dans un enjeu qui est comment on conforte la cohésion sociale dans notre pays. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on en a bien besoin. Très bien. Je vous remercie pour ces premières considérations. Nous avons bien compris les grands enjeux de cette journée au travers de ces différentes réflexions.